Le sommet franco-soviétique a pris fin il y a quelques instants à Rambouillet après un dernier entretien Brejnev-Giscard d'Estaing. Le secrétaire général du PC soviétique repart en ce moment même pour Moscou. Après un exil de 5 mois et son départ qui avait provoqué la guerre de Chypre et le changement de régime en Grèce, Monseigneur Makarios est rentré ce matin à Chypre. À Val d'Isère, au critérium de la première neige, l'Autrichienne Anne-Marie Preul a remporté ce matin le slalom géant en 1 minute 22 secondes et 22 centièmes. Notre partie magazine vous présentera la vie d'un club de basket, en l'occurrence celui de Bagnolet, qui rencontrera ce soir à 20 h au stade de Coubertin, Le Mans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Peu après 11 h ce matin, les conversations franco-soviétiques ont repris au château de Rambouillet. C'était initialement un tête-à-tête Brejnev-Giscard d'Estaing qui était prévu. Il s'est agi en fait d'un entretien élargi réunissant également les ministres des Affaires étrangères français et soviétiques. Ce dernier entretien a duré un peu plus d'1 heure et à l'heure qu'il est, M. Brejnev est sur le chemin d'Orly, à moins qu'il n'y soit déjà arrivé, pour prendre son avion et regagner l'Union soviétique. Rappelons qu'hier soir, un grand dîner à l'ambassade de l'URSS à Paris avait notamment réuni M. Brejnev et le secrétaire général du Parti communiste français, M. Georges Marchais, dîner qui avait été précédé d'un entretien politique, à l'issue duquel M. Georges Marchais a déclaré « Nous avons eu un long entretien, fraternel et chaleureux, comme on peut en avoir entre communistes ». Un service de sécurité très strict avait été mis en place à l'intérieur et autour de l'ambassade soviétique. À aucun moment les journalistes n'ont pu approcher M. Brejnev et les reporters, photographes et caméramens ont été éloignés, ce qui explique que nous ne soyons pas en mesure de vous diffuser une séquence filmée sur cette rencontre. Je vous propose de voir maintenant le reportage filmé sur la dernière rencontre ce matin à Rambouillet entre M. Brejnev et M. Giscard d'Estaing. Il était donc 12h. M. Brejnev est sorti par la porte du château de Rambouillet donnant sur le parc. Surprise donc, y compris pour les journalistes qui l'attendaient de l'autre côté. Ce nouveau retard sur l'horaire ce matin aura sans doute retenu l'attention des journalistes et peut-être relancé les spéculations de certains observateurs sur la santé de M. Brejnev. Il n'est même pas nécessaire de démentir, dit-on du côté soviétique. En fait, il est raisonnable de penser que ces entretiens, certes cordiaux, courtois, ouverts, selon les propres termes du président Giscard d'Estaing hier, n'ont pas été de tout repos. Les questions abordées ont été nombreuses, l'emploi du temps chargé. M. Leonid Brejnev, âgé de 68 ans, rappelons-le, a ces derniers temps, avec cette intense ronde diplomatique, un programme de travail de plus en plus chargé. On le voit sur ces images, Gérard Saint-Paul, M. Brejnev n'a pas l'air fatigué du tout. Il a l'air en pleine forme et il salue donc M. Giscard d'Estaing. Ils vont d'ailleurs prendre la même voiture pour se rendre à Orly. Les conversations donc avaient repris ce matin au château de Rambouillet à 11h22, mais c'est finalement, comme vous l'avez dit, un entretien élargi qui a remplacé le troisième tête-à-tête initialement prévu entre M. Brejnev et Giscard d'Estaing. En effet, les ministres des Affaires étrangères, M. Gromyko et Sauvagnargues, s'étaient joints aux conversations, ce qui laisse supposer qu'il a été question de diplomatie, de coopération et de sécurité en Europe notamment, et d'ultimes détails sans doute concernant la rédaction du communiqué final. Car s'il est un chapitre qui, dans la nuance, fait problème, c'est bien celui de la conférence d'Helsinki. Le président Giscard d'Estaing ira à Helsinki pour la conclusion au sommet des travaux sur la sécurité de l'Europe, à condition sans doute que l'on ait fait des progrès dans le domaine de la libre circulation des hommes et des idées entre l'Est et l'Ouest européens. Il semblerait que les soviétiques aient déjà fait quelques concessions dans le domaine des contacts des familles séparées par la situation politique en Europe. D'une façon générale, le bilan politique, sans parler de l'important accord économique signé hier, portant sur 5 ans, est extrêmement positif. Il s'agit d'une véritable relance de la coopération franco-soviétique dont nous ferons ce soir le bilan complet lorsque le communiqué nous sera parvenu. Il sera publié simultanément à 17 h seulement dans les deux capitales pour des raisons pratiques. C'est ce que précise sur ce télégramme le porte-parole de l'Élysée, M. Xavier Beauchamp. En effet, les termes du communiqué ont été agréés par les deux parties, mais la partie soviétique a souhaité que le texte ne soit publié qu'après le retour de M. Brejnev à Moscou et rendu public alors simultanément dans les deux capitales. Voilà la légère interrogation sur Helsinki. M. Giscard d'Estaing ira-t-il ou non et dans quelles conditions subsiste jusqu'à ce soir, 17 h donc, le communiqué final. Voilà, j'ajouterais que M. Brejnev, on vient de me le dire au téléphone, n'est pas encore arrivé à Orly. Nous nous rendrons à Orly tout à l'heure dans le courant de ce journal
pour assister en direct au départ de M. Léonid Brejnev. Athènes. L'avenir politique du roi Constantin se joue demain où le peuple grec est appelé à se prononcer par voie de référendum sur un retour éventuel du monarque. Les sondages actuels donnent le roi perdant et l'on remarque la totale neutralité de M. Karamanlis qui pourtant avait du temps de son exil la réputation d'être favorable à un retour du roi Constantin. Pour la première fois depuis des années, le monarque est apparu hier sur les écrans de télévision de son pays, mais en même temps une bombe explosait au siège d'une permanence royaliste d'Athènes. Après 5 mois d'exil, Monseigneur Makarios est arrivé ce matin à Chypre. Ce retour crée quelques remous au sein des deux communautés grecques et turques de l'île, et déjà hier, des coups de feu ont été tirés le long de la ligne verte qui les sépare. Du côté grec, l'arrivée de Monseigneur Makarios est accueillie avec un certain enthousiasme, et l'on s'attend à des changements au sein du gouvernement qui prendraient une orientation plus à gauche. Quant à la communauté turque, elle accueille le retour de Monseigneur Makarios en ces termes. Nous voulons, disent-ils, que Makarios exerce uniquement ses fonctions religieuses, ce qui bien sûr semble plus qu'improbable. L'espoir que suscite chez les Grecs le retour de Monseigneur Makarios est à la mesure de l'inquiétude qu'il provoque chez les Turcs. Pour la population de l'île, l'ethnarque symbolise le passé. Un passé très récent puisqu'il a quitté Chypre le 16 juillet dernier, mais depuis, tout a changé et tous les changements ont été dans le même sens, au profit de la communauté turque, au détriment de la communauté grecque. Depuis le débarquement des troupes d'Ankara, les Turcs n'ont jamais dissimulé leur objectif. Établir une autorité autonome non plus sur de petites enclaves, mais sur toute une partie de Chypre, celle qu'ils occupent militairement, le tiers le plus prospère de l'île. Si ce partage n'est pas consacré en droit, il se concrétise pourtant dans la réalité des faits. Depuis l'été, les Turcs ont eu pour objectif constant de se regrouper au nord de l'île. Certains ont franchi clandestinement les lignes, d'autres ont été échangés contre des prisonniers de guerre grecs. Environ 30 000 personnes sont déjà passées, 15 000 attendent de les suivre. En l'espace de quelques semaines, les villages turcs du sud se sont progressivement dépeuplés. C'est au milieu de rues désertes que se dresse le minaret de la mosquée. Le drapeau turc et le buste de Mustafa Kemal Atatürk, les deux symboles de la communauté, ont été enlevés. Dans cette ville, qui comptait plus de 1000 habitants, moins de 10 personnes vivent encore, les plus âgés, les plus démunis, ceux qui n'ont ni la force physique ni les moyens financiers de franchir clandestinement la ligne en payant les services d'un passeur. Ils attendent pour partir d'être échangés, alors ils rejoindront les autres au nord de l'île, là où se trouvent désormais les 2 tiers de la communauté turque. Les nouveaux arrivants se sont installés dans les villages abandonnés par les Grecs lors du déferlement des troupes d'Ankara. Déplacement de population, affirment les Turcs, spoliation, protestent les Grecs. Quoi qu'il en soit, le phénomène paraît irréversible. Ici, à Kyrenia, les Turcs étaient environ 1500 en juillet dernier. Ils sont aujourd'hui 3000 installés dans les maisons, les commerces et les hôtels des Grecs qui vivaient ici. Sur les portes des maisons, le nom du nouvel occupant, un Turc évidemment, et puis un peu plus loin, on repeint les façades des hôtels confisqués. 5000 Grecs vivaient ici à Kyrenia. La plupart d'entre eux se sont enfuis au moment du déferlement des troupes turques. Certains ont été retenus en captivité dans un hôtel de la ville et ils servent en tant que monnaie d'échange pour de nouveaux transferts de population. Vous êtes ici depuis combien de temps? 6 mois. Vous êtes prisonnier? Je ne sais pas. Je n'ai rien compris encore qu'est-ce que je suis. Je suis prisonnier, je suis comme un soldat, je ne sais pas. Ces chypriotes grecs qui montent dans les cars et les ambulances des Nations Unies vont aller rejoindre les 180 000 réfugiés qui vivent dans le sud de l'île. La plupart d'entre eux sont hébergés chez des parents ou chez des amis, mais 15 000 personnes vivent encore sous la tente, avec bien sûr l'espoir de rentrer chez eux, et ils attendent tout du retour de Monseigneur Makarios. Qu'est-ce que vous pensez du prochain retour de Monseigneur Makarios? J'ai pensé à une jolie chose qui va retourner Makarios parce qu'il va arranger toutes les choses en Chypre ici. Vous espérez qu'il va arranger la situation? Oui, j'espérais 100% pour arranger toutes les choses en Chypre. Et vous croyez que les réfugiés vont pouvoir rentrer chez eux? Vous allez pouvoir rentrer chez vous? Oui.
À 100%, je rentre à la maison, tous, à toutes les personnes. Mais on dit que Monseigneur Makarios va rester quelques jours seulement à Chypre. Non, non, on dit comme ça parce qu'il y a des histoires avec les Turcs maintenant. Les Turcs, ils ne veulent pas les retourner Makarios ici. Parce que Makarios, il est très fort. Chassé en juillet dernier par les extrémistes grecs de Léoka, le président Makarios rentre à Chypre pour se heurter à l'intransigeance turque. Le fossé est toujours aussi profond qui, dans cette île, sépare la légitimité de la réalité. Bien, je pense que nous allons être en mesure de nous rendre en direct à Orly maintenant pour assister au départ de France de M. Léonid Brejnev, le secrétaire général du Parti communiste soviétique. Léon Zitrone nous attend à Orly. Léon? Oui, Claude, M. Brejnev et le président Giscard d'Estaing viennent d'arriver dans le salon d'honneur et M. Brejnev fait une déclaration, mais de la manière dont les choses viennent, il n'est pas possible d'amener le micro jusqu'à lui. Attendez voir, Je suis très heureux, vient de dire monsieur le président de la République. Простите, je vais essayer de passer. Monsieur le Président, vous m'autorisez à poser une question à monsieur Brejnev, si vous le voulez. Oui, merci beaucoup. Леонид Ильич, очень извиняюсь. Здравствуйте. Avec l'autorisation du président de la République, с разрешения monsieur Giscard d'Estaing, я хотел бы, чтобы вы обратились непосредственно к французским телезрителям. У нас сейчас непосредственно передача. Nous sommes en direct, monsieur le secrétaire général. Si vous voulez bien dire l'humeur dans laquelle vous partez. Вы сказали, когда вы приехали, что вы в чудном настроении. Vous avez dit que vous étiez de très bonne humeur quand vous êtes arrivé. Какое ваше настроение в момент, когда вы улетаете? Quelle est votre humeur au moment où vous repartez pour vous? Voilà, monsieur Brejnev. Merci, monsieur le président. Excusez-moi. Voilà, monsieur Brejnev a la gentillesse de venir votre caméra, и мы к вашему распоряжению. Nous sommes à votre entière disposition. Уважаемые друзья, я только что сказал суть и значение нашей встречи с президентом Франции. Venez, monsieur, je vous en prie, si ça aide. Oui. К тому, что я сказал, могу добавить. Je viens de préciser l'essentiel de la rencontre des entretiens que nous venons d'avoir avec le président de la République française. Что мы ехали сюда с добрым чувством. Je peux ajouter que nous sommes venus ici en très bonne humeur. Уезжаем с полным удовлетворением. Et nous partons complètement satisfaits. Ну что вам еще сказать, товарищи? Qu'est-ce que puis-je vous dire en plus? Je vois que monsieur Brejnev est d'excellente humeur, il est souriant, il va faire un très bon vol, cela se voit. Ну, Vous да, me dites это que полет пройдет хорошо. потому что переговоры были Je хорошие. suis content parce que les entretiens ont été excellents. А вы потерпите немножко. Patientez un peu, monsieur. 5 часов по вашему времени Jusqu'à 17 heures. À 5 heure heures Paris. de будут Paris, объявлены очень важные документы. Les documents extrêmement importants vont être publiés simultanément à Moscou et à Paris. И тогда от меня ничего не потребуется больше. Et à ce moment-là, on ne me demandera plus rien, dit monsieur Brejnev. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Все будет ясно, tout sera clair. On est trois à dire cela. Вы Merci beaucoup. поймете значение нашей встречи. On comprendra la signification de la rencontre Я entre имею в monsieur виду Brejnev et le président. не только вас, всех seulement французов, vous, mais tous les всех Français, русских, et tous les всех Russes, tous les европейцев. soviétiques, tous les Européens. Спасибо большое, Леонид Ильич. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Bon voyage. Спасибо большое. Merci bien. Et Claude Brovelli, c'est la télévision soviétique qui maintenant est en train d'enregistrer M. Brejnev. Il n'y aura donc pas de traduction. Je vous propose de vous rendre à l'antenne, ici, Orly. À vous, Cognac-Jet. Merci. Bientôt, c'est Léon Zitrone qui apprendra à M. Brejnev à parler français. En France, plusieurs événements politiques vont se produire pendant ce week-end avant tout important pour l'UDR, puisque c'est aujourd'hui la réunion des secrétaires fédéraux de ce parti, en vue d'une réforme des statuts avant la réunion demain du comité central de l'UDR. Hier, à la mairie de Créteil, dans la banlieue parisienne, l'UDR s'était réunie pour préparer un colloque qui se tiendra en janvier prochain sur le thème de la réforme de l'entreprise et des rapports entre salariés et patrons. D'autre part, toujours à Paris, se tiendra demain la convention nationale du Parti socialiste. Cette convention se propose de réfléchir sur l'action de ce parti depuis l'élection présidentielle et de préparer son prochain congrès qui se tiendra fin janvier. À l'Assemblée nationale, d'importantes mesures ont donc été votées hier en faveur des familles,
notamment une allocation post-natale pour toute maternité et des prestations de frais de garde d'enfants aux femmes qui travaillent et aux ménages d'étudiants. Le montant de cette allocation et de ces prestations n'est pas encore précisé. D'autre part, les femmes chargées de famille bénéficieront pour leur retraite de 2 années d'assurance complémentaire par enfant. Enfin, pour les veuves, elles auront une possibilité de cumuler leur retraite avec une partie de la retraite de leur mari. La grève des PTT terminée, les entreprises de vente par correspondance font le bilan. Une perte de 800 millions de chiffre d'affaires, 5 millions de salaires perdus par le personnel, des stocks impressionnants et pour certaines petites entreprises dont la vente n'est que saisonnière, une faillite pure et simple. Depuis mardi dernier, les 12 000 employés en chômage technique ont repris le travail et les opérations reviennent peu à peu à la normale. Malgré la proximité des fêtes, qui sont pour ces entreprises une période importante pour les commandes, la reprise s'est effectuée sans précipitation et les acheteurs verront leurs demandes satisfaites. Eh bien, écoutez, les dispositions sont prises. Je vous dirais que ce ne sont pas les stocks qui nous manquent pour livrer notre clientèle, hélas, sur certains points. D'un autre côté, notre personnel est naturellement prêt à faire face à la situation. Il connaît, et nous connaissons bien, les difficultés dues à la proximité des fêtes de fin d'année. Nous pouvons dire que dès maintenant, toutes les dispositions ont été prises pour qu'entre le 5 et le 20 décembre, notre clientèle puisse retrouver le chemin de la vente par correspondance, le chemin de la stabilité des prix, puisque je vous rappelle que nos catalogues ont été imprimés au mois de juillet et que depuis le mois de juillet jusqu'au mois de février prochain, nous aurons toujours les mêmes prix. Durant la grève des postes et pour ne pas perdre le contact avec la clientèle, les entreprises de vente par correspondance avaient mis en place un dispositif de secours permettant aux acheteurs de déposer leurs commandes en des points précis. Mais ce n'était là qu'une solution momentanée. Pour ce qui est de l'avenir, il semble que les relations essentielles qu'entretiennent ces entreprises avec l'administration des PTT puissent être quelque peu modifiées. Il est évident que l'avenir de notre profession, de ces 19 000 personnes qui y travaillent, tout cela ne peut pas dépendre uniquement, n'est-ce pas, d'un seul fournisseur et que nous devons tirer quand même certaines leçons de la situation qui vient de se passer. Mais enfin, nous n'avons absolument pas l'intention de faire de l'antiposte et d'être des plaignants permanents. Ce n'est pas du tout dans nos intentions. Ce que nous avons l'intention de faire, c'est de négocier avec les postes des contrats pour l'avenir, tout en prévoyant naturellement un moindre degré de dépendance dans les 5 ou 6 années à venir. Dans l'immédiat, les entreprises de vente par correspondance et l'administration des PTT ont passé un accord permettant aux colis d'être livrés en temps et en heure. Donc, pas d'inquiétude pour vos commandes de fin d'année. Le sport en ski, ce matin à Val d'Isère, l'Autrichienne Anne-Marie Preul a remporté le slalom géant du Critérium de la première neige avec 1 minute 22 secondes et 22 centièmes. Deuxième, Monika Kaserer en 1 minute 22 secondes et 74 centièmes, c'est aussi une Autrichienne. Et troisième, la Française Fabienne Serra, 1 minute 22 secondes et 82 centièmes, c'est-à-dire 60 centièmes de seconde de plus que la première, c'est pas beaucoup, mais ça compte. Football, c'est maintenant officiel, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1974-75 se disputera à Paris au Parc des Princes le 28 mai prochain. Quant à la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, elle sera disputée le 14 mai 75 aussi à Bâle. Et puis il y a cette nouveauté sur le plan du football parisien, ce grand club qui va être créé dans la capitale, regroupant le Paris Saint-Germain, le Paris Football Club et le Racing Club de Paris. L'idée de ce regroupement est donc acquise et en cours de réalisation, mais tout reste à faire et entre autres à trouver un nouveau nom à ce club. L'événement sportif du week-end, c'est en basket qu'on le trouve avec le match au sommet Alsace de Bagnolet-Le Mans ce soir à 20 h au stade de Coubertin. L'Alsace de Bagnolet, un nom composé qui nécessite d'ailleurs quelques explications que nous allons vous donner dans un instant, est avant tout un club omnisport et nous l'avons choisi pour vous montrer l'organisation et la vie d'un club de ce type. Le club est né en 1908. Il s'appelait à cette époque le patronage Saint-Léon. On y pratiquait la préparation militaire et surtout la gymnastique. Puis, après la guerre de 14-18, le président
qui était colonel, alsacien et revanchard en même temps, décida d'appeler l'Alsace de Bagnolet. Située dans la banlieue est de Paris, l'Alsace de Bagnolet, surtout connue pour son équipe de basket, est aussi un club omnisport qui regroupe 800 licenciés. Combien y a-t-il de disciplines sportives? Actuellement, nous en avons 9. Serre les jambes, dégage, martial. La gymnastique est la première discipline du club parce que la plus ancienne. Puis, il fera la bascule derrière. Amène des jambes. 1, 2. C'est bon. Bon. Alors, Martial, à la fixe. Stéphane, au cheval garçon. Richard, tapis. Regardez bien. Il fait un beau taille savaki. Si vous voulez vous repérer par rapport à une ligne du tapis, la ligne devant vous, vous mettez bien votre fente, c'est-à-dire les deux pieds de chaque côté. Et là, vous allez voir si Victory fait bien les... La section de judo a donné à la France 2 champions d'Europe juniors, Trivio et Declève. Actuellement, ce sport fort de 150 judokas est dirigé par l'international Guy Offray. Sachant bien buter. Et il roule autour. Enfin, moi, j'ai une vocation sportive. Et comme l'Alsace de Bagnolet est un club de renommée nationale, et qui a surtout une vocation sportive, j'ai choisi ce club-là pour former à mon tour des jeunes judokas. 1, 2 et 3 prochaines. Vous avez combien d'élèves? Bien là, actuellement, j'ai une centaine de licenciés. Ça représente combien de séances d'entraînement par semaine? Au point de vue séances d'entraînement, disons que les garçons, parce qu'une centaine de licenciés, ça se décompose en des jeunes de 6 à 9 ans. Ensuite, il y a un groupe d'enfants de 10 ans à 12 ans, 13 ans. Et ensuite, il y a des adultes. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Le club est l'une des rares sociétés à posséder un stand de tir, ce qui permet à 60 tireurs de cultiver leur équilibre et leur maîtrise de soi. Le tennis de table, avec ses 80 pongistes, principalement des très jeunes, possède un professeur en la personne de Gérard Lelier, le président du club lui-même, qui a été dans un passé récent entraîneur national. Suite à balle. C'est très bien. Attention, le geste n'est pas bon. Sors ton bras. J'aimerais bien ta raquette, incline ton corps devant, quand tu prends la balle haute. Attention. Dévissez bien. 8, 9, 10... La gymnastique volontaire ou d'entretien est une discipline réservée aux femmes pour garder la ligne. Et maintenant, vous allez travailler les côtés des hanches pour lutter contre la culotte de cheval. 1, 2... Enfin, le tennis, la natation et le volleyball se pratiquent à l'extérieur du club, faute de locaux. Ces gens nous échappent. Pourquoi nous échappent-ils? C'est-à-dire qu'ils jouent et ils s'entraînent en dehors de la société. Tout cela parce que nous n'avons qu'une salle de sport et que les entraînements, ce sont les basketteurs qui l'occupent, pour ainsi dire, tout le temps. Le basketball, sport de base, sport d'élite de l'Alsace de Bagnolet, est célèbre depuis la guerre. Sous l'impulsion du président Touzet, il a remporté le titre de champion de France en 1961, 62 et 67. Avec ses 21 équipes et ses 300 basketteurs, dont une pépinière de jeunes, la relève des Dorigo, Longueville et autres Berthet est assurée. Laurent Dorigo, ça fait combien de temps que vous êtes au club? Il y a 17 ans que je suis à l'Alsace. Comment expliquez-vous cette fidélité? J'explique cette fidélité d'abord par la présence de mon frère, Max,
et puis la compréhension, l'amitié des dirigeants. Et puis ensuite, cet esprit pas trop, si vous voulez, qu'après les matchs, par exemple, un exemple, après les matchs, nous nous retrouvons ensemble, aussi bien au bar qu'à l'extérieur du terrain, toujours en très bons copains. Comment se comporte le public de l'Alsace de Bagnolet? Le public de l'Alsace, c'est un public un peu ingrat, disons, très difficile à contenter, c'est normal. Ce sont des gens qui viennent, je pense que c'est le public parisien, ce sont les personnes qui viennent voir du spectacle et on ne leur fournit pas toujours. On vous considère comme le supporter numéro 1 de l'Alsace de Bagnolet. Ça fait combien de temps que vous suivez les matchs de l'Alsace? Depuis que ça a été formé ici. Ça veut dire plus de 20 ans? Ah oui. Oui, plus de 20 ans, oui. Vous suivez toutes les rencontres? Ah, autant que possible, oui. Qu'est-ce qui vous plaît à l'Alsace de Bagnolet? Ah leur dynamisme et puis, enfin, tout. Vous avez quel âge? J'ai 91 ans, bien. Je suis dans mes 91, quoi. Ah oui. Quelles sont les dépenses du club en une année? Actuellement, ça se monte à 500 000 francs lourds. Et c'est beaucoup pour nous. Vous avez une aide financière? Oui, aide financière de deux sortes. C'est-à-dire une aide financière pour l'équipe première, nous avons un support publicitaire, et heureusement. Et une aide très quelconque de la commune, et également du Conseil général. Il y a des problèmes également matériels. Actuellement, à la société, nous manquons de locaux. Nous refusons du monde. Il y a des jeunes qui viennent le mercredi et malheureusement, nous ne pouvons les prendre. Et d'autre part, il y a également un problème de cadre. Et ce problème de cadre est très très important. Parce qu'une société comme la nôtre vit beaucoup de bénévolat. Vous n'avez pas assez de place, je peux en emmener deux, moi, deux jeunes. Hein. Je peux en prendre deux, moi. Quels que soient les déplacements, je les fais. Oui. Même si c'est de l'autre côté de la France? Oh, écoutez, oui. Du moment que ça ne gêne pas mon travail, c'est le samedi et le dimanche, je me déplace. Vous le faites depuis combien de temps? Je le fais depuis 5 ans. J'aime beaucoup le basket et en plus j'ai mon petit garçon qui joue dans l'équipe. Vous faites ça toutes les semaines? Toutes les semaines. Quelle que soit la longueur du déplacement? Quelle que soit la longueur. En dépit du bénévolat, des titres de gloire et des bons résultats d'ensemble, il n'en reste pas moins vrai que les dirigeants de Bagnolet sont inquiets quant à l'avenir du club. Pour terminer ce journal, nous allons retourner en direct à Orly. Tout à l'heure, nous avons laissé M. Brejnev dans le salon d'honneur d'Orly en compagnie du président Giscard d'Estaing et de Léon Zitrone. Nous allons retrouver, je pense, M. Brejnev au pied de l'avion. Le voilà montant en direct la passerelle de l'avion qui va le ramener en Union soviétique après 3 jours de visite officielle en France, visite au cours de laquelle il a donc eu 3 entretiens avec le président Giscard d'Estaing. M. Brejnev salue une dernière fois le président de la République française et les personnalités qui sont autour du président et va entrer dans l'avion, un avion spécial qui le ramène à Moscou. C'est sur ces images qui vous parviennent en direct d'Orly que je vous souhaite, mesdames et messieurs, un excellent après-midi et je vous dis à ce soir 19h45. Au revoir.